vous demande maintenant d'accueillir Olivier Céleste, manager du programme Réa Green, qui fait partie de la division réhabilitation pour Bouygues Immobilier. Il a notamment été le coordinateur du projet Ici Grid et il est là pour nous en parler. Merci. Oui, donc j'étais coordinateur du projet Ici Grid. C'est un projet qui est terminé, donc je vous remercie de me donner l'occasion de faire un petit retour sur arrière sur ce projet, vous raconter un peu l'historique, les enseignements qu'on a tirés et pour voir avec vous, est-ce qu'un smart grid, c'est de la high-tech et est-ce que ça peut être frugal. Tout d'abord, donc, un peu d'historique. La dernière question permettait d'introduire un peu le sujet. Maintenant, en effet, on pense à la chaîne d'un territoire. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Et quand on a lancé le projet Ici Grid, on travaillait sur les bâtiments à énergie positive, dont avait parlé Fabrice Bonifay dès 2007 au Grenelle de l'environnement en pratique. On a travaillé ensuite sur le Smart Building Mixte, Icari à Lyon, où on a le client de Bouygues qui doit faire des efforts, parce que quand on vit en collectivité entre logement, bureau, commerce, si un occupant n'y met pas du sien, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai la conviction personnelle qu'il faut forcer l'usager à être responsable. Et est arrivé ensuite Ici Grid, quand on s'est dit, en effet, le territoire, est-ce que c'est vraiment le bâtiment? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller un peu plus loin? Et vous voyez qu'on poursuit sur la lancée sur le sujet du quartier et multi-usage, on dépasse l'énergie en particulier. Voilà pour la fin de la page de pub. Maintenant, le projet Ici Grid en lui-même, lancé en 2012, livré en 2016, il a consisté à essayer de comprendre ce qu'est un smart grid. En 2012, un smart grid, on en parlait un peu comme la blockchain aujourd'hui, c'était des grands sujets un peu flous. En général, on parlait de plaques continentales ou intercontinentales pour transporter l'électricité du Sahara à la France, enfin plein de choses. C'était un peu flou. À Bouygues, on n'y comprenait pas grand-chose. Donc, comme à chaque fois qu'on n'y comprend rien, on en a fait un pour comprendre. Et on a lancé le projet Ici Grid dans cet esprit. C'est moi, si je m'intéresse au quartier, le smart grid dans un quartier, ça serait quoi? Un smart grid urbain, ça serait quoi? Donc, on s'est dit, on va faire ça où pour comprendre? On va le faire là où on est. C'est notre quartier d'affaires, ici Val-de-Seine. C'est plus simple pour nous pour le démarrer. En plus, on avait un contexte favorable. On connaissait bien le quartier. Le maire, André Santini, est vraiment technophile, très high-tech comme maire. Donc, il nous a soutenus, c'est très très bien. Et puis, on était en train de livrer l'écoquartier du Fort d'Issy, que le maire voulait faire écoquartier numérique. Très très bien. Déployons un smart grid sur un quartier existant, pas sur du neuf, mais sur de l'existant, pour apprendre à faire. Une approche bac à sable, c'est un projet de R&D, ce n'était pas à l'époque un projet purement industriel, c'était juste pour apprendre à faire. Donc, comment est-ce qu'on a fait concrètement? On ne savait pas faire, donc on s'est entouré des compétences d'acteurs dont on s'est dit qu'ensemble, on devrait arriver à faire. Les acteurs 100% industriels, privés-publics, mais en tout cas industriels, on n'a pas eu un centime de subvention publique parce qu'on considérait que c'était pour nous un enjeu de développement économique. On doit agir de façon responsable. On ne voulait pas courir après les subventions. Mais surtout, on s'est dit, est-ce que 10 acteurs industriels avec un petit budget, 2,5 millions d'euros, est-ce qu'on est capable de faire un smart grid? Qu'est-ce qu'on peut faire entre nous? Et puis, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi entre nous de mieux nous comprendre? Parce qu'entre Total, Enedis et Bouygues Immo, c'était 3 langages absolument différents, on ne se comprenait absolument pas. Et le premier enseignement du projet Ici Grid, c'est qu'on a appris à parler le même langage, c'est pas mal. On a en particulier pu s'appuyer sur le savoir-faire d'Enedis, qui est fondamental sur la distribution d'électricité entre les bâtiments. Et puis, on a eu des VRP de luxe, qui étaient le maire d'Issy-les-Moulineaux, la Creux et la CNIL, qui nous ont accompagnés tout le long du projet, gracieusement. Ça a donné quoi à la fin? Ça a donné, la façon la plus visible, c'est ce tableau de bord, dashboard en bon français, qui permet à la collectivité, à l'usager du quartier, de suivre en temps réel comment le quartier utilise l'énergie en production, en consommation, en stockage, en tertiaire, en résidentiel, en équipement public, avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est, si je dois donner le livrable d'Ici Grid, c'est ça. Mais il y a un livrable qui est plus intéressant, c'est le cas d'usage. C'est très inspiré d'un cas réel. Imaginons un écoquartier, bon, je vais vous le dire, c'est à Nanterre, l'écoquartier Nanterre Cœur Université. C'est un écoquartier que Bouygues Immobilier a remporté lors d'une consultation
par la mairie en 2014, on a promis un écoquartier avec 40% d'énergie renouvelable, tous usages confondus, et pourtant avec une facture pour l'habitant en chauffage et eau chaude sanitaire plus basse que le classique gaz à chaudière condensation. La mairie nous a accordé le projet, du coup, on a gagné, mais elle est vigilante. En tant que promoteur, nous, on conçoit, on commercialise des bâtiments, des logements, mais ce n'est certainement pas nous qui allons opérer les réseaux de chaleur et d'électricité. Donc, on est responsable de l'image du quartier, de la promesse pour laquelle on a gagné, mais ce n'est pas nous qui mettons en œuvre les conditions pour que ça se passe bien. Donc, c'est un cas concret, réel et compliqué. La question, c'est qui va vérifier les 40%? Qui va vérifier que l'habitant a une énergie plus verte, moins chère? Est-ce que je demande à l'opérateur de chaleur s'il a bien travaillé? Pour moi, c'est un peu comme les dictées autocorrigées en CE2. Je trichais un petit peu, je mettais des points en plus, ça passait bien. Un problème de juger parti. Est-ce qu'on peut faire un audit annuel par un sachant? Il y a plein de sachants dans la salle. En général, ça arrive tard, ça coûte cher. Ces rapports-là ne sont pas lus. Et puis, ils arrivent tellement tard que s'il y a eu un dérapage, le promoteur, c'est trop tard pour lui pour réagir. Et puis, les services généraux de la mairie, il y a une telle technicité aujourd'hui dans les quartiers qu'ils ne savent plus faire. Ils ne peuvent pas à la fois faire ça, maîtriser le PLU, le code de l'urbanisme et le code de la publicité. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, le Smart Grid peut être un outil qu'on applique à nos quartiers pour permettre à la collectivité, j'entends par là le maire, mais aussi ses électeurs, auprès de qui il rend des comptes, de vérifier la promesse du promoteur. Ça nous permet à nous de nous engager, mais aussi à nous de réagir très très vite si je vois que dès le mois de février, on n'est pas dans les clous, pour dire aux opérateurs d'énergie, attention les gars, il y a un problème. Et c'est ce qui permet d'arriver du coup à notre définition à nous du Smart Grid. Alors j'assume, c'est notre définition à nous. Le Smart Grid pour nous, c'est une couche numérique qui se met à l'interface entre les réseaux physiques opérés par des opérateurs, des tiers, et la collectivité, et qui permet de rendre des comptes. Ça transforme les données des réseaux en informations pour la collectivité. C'est notre définition de Smart Grid. Il y a d'autres définitions, maillage de Linky, ce que vous voulez. Ça, c'est notre définition à nous, on l'assume. Et c'est celle qu'on déploie sur nos quartiers. Donc Nanterre, Cure Université, aura un Smart Grid. Annemasse, Divonne, Paris-Batignolles, on en met dans tous les quartiers qu'on développe. Et ça nous a du coup permis de faire quelque chose d'intéressant, nous a donné un modèle économique du Smart Grid, qui est la raison d'être pour nous, s'il n'y a pas de modèle économique, on arrêtera vite de faire. Le premier pilier du modèle économique, c'est le fait qu'on ait un service en temps réel. C'est très précieux, ça permet à l'habitant de réagir, d'être informé rapidement avant le dérapage de la facture. Le bailleur social, pareil, d'avoir une information en temps réel et de pouvoir réagir rapidement. Ça, c'est assez classique. Le troisième pilier, c'est un côté transparence, mais aussi d'image. Une Smart City, c'est encore un truc qui marche très très bien. Dijon est très content d'être rentré dans le club des vraies Smart Cities françaises grâce au contrat sur l'éclairage numérique. Donc, il y a un enjeu d'attractivité qui est pas négligé. Pour nous, en tant que promoteur, il y a un vrai sujet. Quand je fais un écoquartier, je demande à mon BET préféré, Tribu ou d'autres, comment est-ce que je dois dimensionner mon réseau d'énergie. Il va me faire une note, mais le BET, il est responsable en cas de sous-dimensionnement. Donc, il va mettre des petites marges de sécurité. Puis après, je vais aller voir Enedis avec ma note et pour demander, pour que je passe facilement au consuel, tout le formalisme qu'il faut. Enedis va dire, attendez, moi, le bureau d'études, je ne le connais pas, ce n'est pas mes équipes, je vais me rajouter une marge de sécurité. J'arrive à des réseaux surdimensionnés. La pointe de consommation historique en France en électricité, c'est 100 gigawatts. C'était en février 2014, je crois. La somme des abonnements Enedis en France chez les particuliers, juste les particuliers, c'est 300 gigawatts. Et en phase d'un abonnement, il y a du cuivre. Donc il y a 3 fois trop de cuivre, rien pour les particuliers. Donc pour nous, il y a un enjeu. On met un Smart Grid dans les écoquartiers pour suivre a posteriori, après livraison, ce qui est fait est fait, la consommation, le profil exact de consommation du quartier, pour apprendre en tant que promoteur à mieux estimer ce qu'il faut mettre. En lien avec les autres partenaires, Schneider, Total, les bureaux d'études qui nous accompagnent, etc. Pour nous, c'est ça le Smart Grid. C'est apprendre à dimensionner au plus juste les réseaux. Donc,
comme j'ai plus d'1 minute, c'est parfait, c'est la conclusion. Et enseignement du projet. Le premier truc, c'est qu'un smart grid, c'est pas un délire de, je suis filmé, un délire de consultant chez IBM qui qui nous vend des capteurs dans tous les sens. C'est pas ça un smart grid. Un smart grid, c'est simple. C'est comment est-ce que je récupère la bonne donnée au bon endroit avec le bon compteur acheté à pas cher, mais juste bien paramétré pour avoir effectivement la donnée dont j'ai besoin. Un smart grid nécessite peu d'équipement. C'est frugal en termes de quantité. C'est high-tech en technicité, mais en nombre en quantité de matière, de gallium, préséodyme et lantane qu'il faut, c'est très très faible. Et donc, un élément fondamental, c'est qu'à l'ère du numérique, avec le temps réel, si on veut vraiment être frugal, on a besoin d'avoir une information de qualité. Et ça, c'est ce à quoi sert le smart grid. Je voulais juste vous sensibiliser là-dessus sur un point. Le pic pétrolier, on le connaît, on entend parler. On parle beaucoup des terres rares. Il y avait un article absolument stupide dans Bâti Actu d'un gars qui disait que les écoquartiers étaient fabriqués en Chine parce qu'il y avait plein de terres rares. Les terres rares ne sont pas rares. C'est un vieux nom qu'ils portent. Ce qui est rare, c'est l'argent, le zinc, l'or et le cuivre. Et les tuyaux en cuivre dans le sol, les déployer de façon massive 3 fois, 4 fois trop, ça c'est irresponsable, ça c'est pas frugal. Donc un smart grid, c'est un très bon élément pour nous aider à traiter ce problème. Ici, il y a très peu de monde qui sera mort avant la fin des premiers pics. On sera tous concernés par les premières pénuries. Donc on a un enjeu et on va devoir vivre high-tech et frugalement. Il faut juste que ça se passe bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un a des questions pour Olivier? Bon, bah, moi j'en ai encore. Oui, non? Non. Dans les nouveaux quartiers, il est assez facile de mettre en place des smart grids. Mais comment est-ce qu'on peut déployer cette offre dans des villes-musées comme Paris, par exemple? La maire appréciera. C'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Et je le rapprocherai du sujet de l'obsolescence des quartiers. C'est un sujet complexe à traiter. Est-ce qu'il faut, quand on a un appartement à Paris, qu'on a payé 10 000 € du mètre carré, est-ce qu'il faut remplacer tout de suite le double vitrage, mettre de l'isolation et de la domotique? On conseille en général de faire ça à l'occasion de travaux de rénovation. Et c'est un peu l'esprit. Prendre un quartier existant et appliquer de force un smart grid, non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine. Il va y avoir des problèmes d'usage par l'utilisateur. C'est une résistance au changement inutile. Ce n'est pas ce qu'on recommande. En revanche, la ville se renouvelle d'1-2% par an. Peut-être réfléchir à simplifier certains aspects du renouvellement pour accélérer un peu les ratios sur les quartiers qui sont en précarité énergétique ou des tours à défense qui sont vides. Accélérer un peu ce mouvement, mais c'est là, à cette occasion, qu'il faut mettre en œuvre les outils de supervision numérique, cette couche numérique de supervision qu'on appelle un smart grid. Merci beaucoup. Ça a déclenché la question. Bah oui, c'est le jeu. Merci. Est-ce que le développement national de Linky ne va pas faire que la France va devenir un méga smart grid avec toutes les données qui pourraient être récoltées par Enedis pour avoir justement une meilleure visualisation en temps réel des consommations par point, par hotspot, on va dire? Mais c'est pour ça qu'ils nous ont accompagnés sur le projet ICI Grid. C'est clairement comment est-ce qu'ils ont pu voir à l'échelle de l'écoquartier du Fort d'Issy ce que ça permettait de faire. Juste la simple collecte des points Linky toutes les nuits, le Linky transmet à un nœud les données de consommation du foyer auquel il est raccordé, auquel il est connecté. Cette récupération des données, c'est pas simple, c'est les mains dans le cambouis, c'est de l'informatique de base, mais c'est essentiel. Et Enedis a appris à le faire, et c'est comme ça qu'Enedis justement améliore la qualité de supervision de son réseau. Donc Linky le permet, le petit compteur mécanique à l'ancienne ne le permettait pas. D'autres questions? J'ai vu des doigts par là-bas. Bonsoir. Je voulais savoir, en fait, est-ce que c'était plus une démarche à lancer par la ville ou aussi avec les concessionnaires? Un petit peu qui met un peu le pied à l'étrier dans la démarche?
Le projet EasyGrid a été lancé initialement par Bouygues Immobilier du fait de l'expérience sur les smart buildings pour passer à l'échelle du quartier, mais il y a eu très très vite le soutien de l'opérateur de distribution d'électricité, de la ville et des autres acteurs. On n'a pas eu beaucoup de mal à mobiliser les gens, c'est un sujet qui intéressait tout le monde. Ça a été facile pour le coup. Juste pour être clair là-dessus, sans l'accord, en fait, sans la collaboration du concessionnaire, enfin des concessionnaires, on peut pas envisager de mettre en place un tel système. Si on peut, c'est plus compliqué. On peut, en mettant des petits points des petits dispositifs de mesure logement par logement, en aval du compteur, avec l'accord des gens bien évidemment. Ça demande l'accord des gens, il faut trouver le bon dispositif de mesure. C'est plus compliqué, on peut. C'est beaucoup plus simple quand on travaille en coopération, en collaboration étroite avec l'opérateur de réseau. Et une toute dernière question, juste derrière vous, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'interopérabilité des systèmes, si on envisage plusieurs smart grids qui se construiraient les uns à côté des autres, mais pas sur la même échelle de temps. Donc, par exemple, ici, qui se raccorderait à une ville voisine. À Boulogne Grid, dans 10 ans. C'est bien. Rien que le Fort d'ici, l'écoquartier ici Val-de-Seine, il y a 14 systèmes IT différents de remontée des données. Donc déjà, c'est un smart grid qui agrège des sources différentes. Donc ça veut dire que la société qui nous a accompagnés pour mettre en œuvre très concrètement la plateforme de supervision du smart grid, MBX, a justement dû acquérir cette compétence d'agrégation de données hétérogènes pour que ça fonctionne. Ça sera un sujet permanent. Il faut que le smart grid se détache de la superficie des réseaux qui le supervisent pour être vraiment adaptatif et fasse remonter l'information. À l'ère du numérique, il n'y a pas de raison que ça soit impossible de connecter Boulogne Grid avec EasyGrid. Merci beaucoup, Olivier. Merci.